Vous voulez que les femmes soient libres? Oui? Est-ce que vous voulez que les femmes soient libres? J'entends pas. Oui? Eh ben moi aussi. Quand une femme veut devenir mère porteuse, il faut qu'elle soit libre de le faire, il faut le lui autoriser et même l'encourager à réaliser son objectif. C'est le propos des féministes libérales. Elisabeth Badinter écrit « Dans la GPA éthique, tout repose sur le désir de celle qui souhaite porter l'enfant. Elle tient à ce que la GPA soit encadrée par la loi, de telle façon qu'aucune femme ne soit jamais forcée à porter un enfant pour autrui. Dans la société qu'elle imagine, les mères porteuses sont des femmes libres qui décident de faire un don d'enfant à un couple qui veut fonder une famille. » Elle écrit « Il y a des femmes qui adorent être enceintes et qui ne souhaitent pas pour autant assumer la responsabilité de l'éducation d'un enfant. Ces femmes deviendront mères porteuses. » Pour comprendre ce qu'est le féminisme libéral, il faut se dire que c'est le libéralisme politique appliqué aux femmes. C'est un mouvement inspiré entre autres par John Stuart Mill, qui est un penseur économique qui a prolongé les réflexions du philosophe utilitariste Jeremy Bentham et des économistes Smith et Ricardo, pour les personnes qui se souviennent de leur cours d'économie de premier cycle. Il est l'auteur de la liberté en 1859 et 10 ans plus tard, en 1869, il publie De l'assujettissement des femmes. C'est sympathique parce qu'il reconnaît que cet ouvrage est une œuvre conjointe de son épouse Harriet Taylor Mill et lui-même. Selon John Stuart Mill, doit être autorisé tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça nuit à quelqu'un? Non? Bon on l'autorise. À la question de savoir si on peut volontairement se nuire à soi-même, il répond « Attention, nous faisons partie d'un groupe social. Donc par exemple, si je brûle ma propriété, je vais nuire à l'économie de mon pays. De même que si je me blesse volontairement et que cela nuit à ma productivité. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. Toutefois, dans certains cas, on peut nuire à autrui. Par exemple, si un employeur informe son employé des risques qu'il encourt dans son travail, alors la situation est acceptable parce que l'employé a choisi librement de se mettre en danger dans le cadre de ce travail et donc on ne peut rien objecter à son employeur. Les libéraux accordent une importance centrale au consentement. Si je consens à une pratique nuisible, si je consens à me mettre en danger, alors c'est ma liberté, personne ne peut remettre en cause ma décision. Cette idée repose sur un autre principe très important dans le libéralisme qui vient cette fois d'Alexis de Tocqueville, qui écrit « Chaque individu est en mesure de savoir ce qui est bon pour lui. Aucune législation ne doit imposer quoi que ce soit à qui que ce soit sur sa manière de vivre sa vie. » L'idée selon laquelle la société est composée d'individus rationnels qui savent ce qui est bon pour eux a donné lieu à la morale du contrat. Chaque individu est libre de signer le contrat qui le lie aux autres. La loi a pour seule utilité de garantir que le contrat sera respecté par chacune des parties. Bien sûr, la loi n'a pas son mot à dire sur le contenu du contrat, puisque chacune des parties s'y est engagée librement. Alors, il y a un contexte. Ce corpus est issu de la philosophie des Lumières. Et à l'époque, c'était très important de mettre en avant le sujet rationnel et autonome face au despotisme et face à l'autorité de la religion. C'est aussi une époque où les penseurs étaient, à juste titre, très choqués par les guerres de religion, et ils se sont dit « Attendez, on ne veut pas être massacrés à cause de nos croyances ». Dans ce contexte, on comprend bien en quoi il était capital et même vital de refuser de se voir imposer des règles au nom d'une morale surplombante. Qu'en est-il du féminisme de John Stuart Mill ? Alors, il refuse l'idée, qui était communément admise au Royaume-Uni au mi-temps du XIXe siècle, selon laquelle les femmes seraient intellectuellement inférieures aux hommes. Il dit, écoutez, les femmes ne sont pas éduquées, donc forcément elles produisent moins d'œuvres que les hommes, mais on ne peut pas savoir si elles sont moins intelligentes en fait, parce que il faudrait les éduquer autant que les hommes et ensuite on pourra juger. Bon, en fait, lui pense que les femmes sont tout aussi intelligentes et talentueuses que les hommes. Et il pense que l'état d'asservissement des femmes est profondément injuste. Selon lui, femmes et hommes doivent s'épanouir en tant qu'individus aux possibilités infinies et aux capacités de progresser illimitées. À propos de la GPA maintenant, si une femme exprime le désir ou consent à devenir mère porteuse, il faut surtout la laisser faire et même l'encourager dans la poursuite de son objectif. Je ne suis pas satisfaite de cette application de l'idéal de la liberté des femmes et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, quand Tocqueville écrit « Chaque individu sait ce qui est bon pour lui », j'ai envie de répondre « Ben non Alexis, pas toujours en fait.
Nous savons que presque tous les adultes sensés comme vous et moi sont sujets à une multitude de biais cognitifs, que nous pouvons être le jouet de nos émotions, conscientes ou inconscientes. Certaines personnes ont des conduites d'échec, d'autres ont malheureusement des addictions et ne s'en rendent même pas compte. Parmi les exemples de mères porteuses dont j'ai eu connaissance lors de lectures ou en menant des entretiens, on compte une femme qui a besoin de réparer le traumatisme de la perte d'un enfant. Et comme elle est trop précaire économiquement pour s'occuper d'un 4e enfant, eh bien, elle donne la vie pour un autre couple. Une autre se sent redevable après un don de rein qui a sauvé la vie de son époux. Une autre trouve enfin de la reconnaissance sociale après une vie d'humiliation. Et encore une autre se sent écrasée par la réussite professionnelle de son conjoint. Elle écrit « Lui a créé une entreprise. Moi, je ne crée rien et je n'ai aucune raison d'être fière de moi. Jusqu'au jour où j'ai l'occasion de montrer mon courage physique et ma valeur morale. » Dans l'excellent livre Surrogate Motherhood de Helena Ragonnet, qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français, elle cite une mère porteuse altruiste. « Tout le monde n'en est pas capable. Nous sommes comme les ouvriers du bâtiment qui marchent sur des poutres au-dessus du vide. Tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde ne peut pas être mère porteuse. » Elle cite le métier d'ouvrier du bâtiment comme une référence. Et c'est vrai que certains métiers masculins sont reconnus, et à juste titre, pour leur dangerosité. Mais si les métiers féminins étaient davantage reconnus dans leur pénibilité, et si la maternité était valorisée comme il se doit, peut-être que cette femme n'aurait pas éprouvé le besoin de devenir mère porteuse. Nous sommes influencés dans nos choix. Par notre milieu familial, par notre milieu socio-culturel, par les normes sociales qui pèsent sur les femmes et au niveau individuel, nous avons des failles, nous avons des fragilités, un besoin d'amour à combler ou un besoin de reconnaissance sociale. Si vous êtes libéral, vous direz « Mais peu importe, elles font ce choix pour des raisons qui les regardent. Elles restent libres et personne ne doit les empêcher de se valoriser de cette façon si elles pensent que ce sera bon pour elles. » Peut-être... En tout cas, la question d'un choix libre et autonome n'est pas si facile à trancher. On n'est pas soit complètement contrainte avec un couteau sous la gorge, soit parfaitement libre. Alors je pense que la question de savoir si des femmes sont libres ou pas, en fait, ne devrait pas être si centrale dans ce genre de débat. D'autant plus que cette décision n'est pas toujours bonne pour elles. Certaines mères porteuses regrettent douloureusement leur choix car elles se sont attachées à l'enfant qu'elles ont porté et mis au monde. D'autres ont abîmé leur santé de façon irrémédiable. Ou alors, elles pensaient avoir noué un lien avec le couple qu'elles voulaient aider et en fait, une fois l'enfant né, eh bien, elles sont complètement abandonnées par ce couple et elles se sentent trahies. Et elles ne l'avaient pas anticipé. Comment consentir sans savoir exactement ce à quoi on consent? D'ailleurs, John Stuart Mill disait « Il faut que la personne qui consent à signer un contrat soit parfaitement au courant de tous les tenants et aboutissants de ce à quoi elle s'engage. » Donc, est-ce que c'est le cas pour la GPA? Et en fait, même pas. Lorsqu'une femme décide de devenir mère porteuse pour la première fois, elle est déjà mère, donc elle a déjà expérimenté une ou plusieurs grossesses. Pour autant, sait-elle vraiment à quoi l'engage le contrat qu'elle va signer? En fait, non, car la GPA présente des risques accrus et spécifiques. Et le plus souvent, elle n'est pas informée des risques qu'elle prend pour sa santé, et même pour sa vie et donc pour le devenir de sa propre famille. Aussi, elle doit mettre au monde un enfant qu'elle ne doit pas considérer comme le sien, et ça c'est une situation inédite. Elle ne peut pas savoir à l'avance comment elle va réagir. Alors, est-ce que son consentement est vraiment libre et éclairé? Quand on dit que la loi sert à éviter les dérives, en fait, il s'agit de garantir le respect strict du contrat, puisque ce qui est considéré comme une dérive, ça va être ce qui n'est pas prévu dans le contrat. Par exemple, ce qui revient toujours, c'est il ne faut pas qu'il y ait de pression financière sur la mère porteuse afin de s'assurer qu'elle est vraiment complètement libre. Aussi, les commanditaires ne devraient pas pouvoir abandonner un enfant s'il est mal formé, comme oui, ça arrive parfois. Tous ces abus sont censés être prévus et empêchés, et en cas de manquement, un tribunal rectifiera la situation. Les parties ne sont pas à égalité face au contrat. Surtout que la mère porteuse est face non pas à un commanditaire ou un couple de commanditaires, mais à une agence qui est une entreprise. Et cette entreprise tire un revenu, non pas de la mère porteuse, parce que bien sûr elle ne paye pas de frais pour proposer ses services. L'agence tire un revenu des commanditaires. Ils payent la garantie d'obtenir l'enfant qu'ils souhaitent, et la garantie que la mère porteuse ne pourra revendiquer aucun droit parental sur l'enfant. Alors cela étant dit, les commanditaires mettent l'accent sur quelque chose qui est vrai, qui est qu'il y a plus de demandes que de mères porteuses volontaires. Donc c'est la mère porteuse qui choisit le couple. Aussi, les mères porteuses sont amenées à voir les couples comme des personnes en détresse
alors qu'elles-mêmes se voient comme des femmes qui ont le privilège d'avoir déjà eu des enfants et qui ont le privilège d'être capables d'enfanter. Pour autant, les mères porteuses ne sont pas en position de force, loin de là. Déjà, il faut pointer une asymétrie socio-économique. Les mères porteuses n'appartiennent jamais à des milieux aisés, contrairement parfois aux commanditaires. Comme les mères porteuses volontaires, et c'est vrai, sont rares sur le marché de la GPA altruiste, eh bien les commanditaires doivent trouver des arguments pour les convaincre. Pourquoi est-ce qu'elles devraient les choisir, eux, comme couple, et pas un autre? Donc oui, ils vont exercer une pression sur les mères porteuses. Et oui, une pression financière. Alors, on va pas parler de rémunération. On a vu au Canada que la rémunération était interdite, mais il va s'agir d'un défraiement. Et on peut très bien défrayer une mère porteuse de façon beaucoup plus importante que ne le demanderaient ses véritables besoins. Donc, ça revient à une rémunération. Donc oui, il y aura une pression financière. L'argent est toujours là. Il faut voir aussi que les mères porteuses n'ont pas un métier qui les valorise. C'est aussi pour ça qu'elles font ce choix. C'est parce qu'elles ont besoin ou envie d'une forme d'ascension sociale et c'est vraiment ce que ça va représenter. Au début, en tout cas, elles vont être amenées à faire partie d'une famille élargie, qui est la famille du couple de commanditaires. Elles seront invitées chez des personnes qui ont un niveau socio-économique supérieur. Donc les commanditaires peuvent offrir des cadeaux, mais aussi ils peuvent faire bénéficier de leur réseau à la mère porteuse et à sa famille. On a toujours intérêt à être extrêmement bien vu de personnes qui ont plus de possibilités que nous en termes de réseau, en termes de carrière. Donc, et c'est totalement compréhensible, la mère porteuse et sa famille vont espérer tirer des avantages de cette proximité. Et d'ailleurs, les commanditaires, justement, en disant que la mère porteuse est une fée pour eux, qu'elle va leur offrir le cadeau le plus inestimable possible, vont faire des promesses. Vont faire miroiter l'intégration dans la nouvelle famille, des relations d'entraide, ils vont vraiment donner l'illusion de liens indéfectibles. Alors peut-être, ça peut être le cas, mais le contrat ne les y oblige en rien. Donc, les commanditaires peuvent très bien faire rêver la mère porteuse avec des grandes promesses et ensuite l'abandonner totalement dès que l'enfant est entre leurs bras. C'est possible, ils ont complètement le droit de traiter la mère porteuse comme un utérus sur pattes. Ils auront l'enfant parce que le contrat le leur garantit, mais rien ne garantit à la mère porteuse qu'elle bénéficiera de la générosité qu'on lui a fait miroiter au début. Il y a aussi une asymétrie dans l'information entre la mère porteuse et l'agence, qui collabore avec des professionnels de la santé et du droit. Une femme peut être au courant des risques liés à une grossesse, or une GPA présente des risques accrus. Et ça, en général, les mères porteuses n'en sont pas informées. Elles ne sont pas non plus forcément informées de tous les traitements qu'elles doivent prendre pour que l'embryon se fixe dans leur utérus. Solange, une mère porteuse altruiste québécoise que j'ai interviewée, n'avait pas été informée des multiples injections qu'elle devait supporter pour que l'embryon se fixe en elle. Il se trouve qu'elle est phobique des piqûres, elle déteste ça, elle a passé des moments extrêmement désagréables, elle n'était pas au courant et elle a été très déçue. Solange m'a dit que malgré le fait qu'elle puisse le faire, elle ne renouvellera pas l'expérience. De plus, il faut qu'on voit l'asymétrie dans ce qui est exigé à chaque partie dans le contrat. La candidate mère porteuse s'engage à subir des traitements hormonaux, une grossesse à risque, le plus souvent ça va être une grossesse gémellaire, souvent elle aura une césarienne. En cas de malformation du fœtus, les commanditaires sont libres de procéder à une IVG ou non. La mère porteuse cède ses droits sur sa propre santé, sur sa propre intégrité physique. Pendant toute une année, son corps est vraiment utilisé. Aussi, la mère porteuse s'engage à ne pas s'attacher à l'enfant qu'elle porte et qu'elle met au monde, et à le remettre à ses commanditaires sous peine d'être assignée en justice. Et oui, ça arrive, et oui, elle perd le procès. Face à elle, il y a un couple de commanditaires qui s'engage à payer une somme déterminée à l'avance. Et voilà. Et contrairement à ce qui se passe dans une procédure d'adoption, on ne demande pas aux commanditaires d'avoir un casier vierge. Et s'ils abandonnent l'enfant, eh bien il se retrouvera dans un orphelinat. Il arrive que le contrat ne soit pas respecté, que les commanditaires fuient leurs responsabilités en tant que parents d'intention, ou que la mère porteuse garde l'enfant.
Dans ce cas-là, ce sont des tribunaux qui doivent régler ce genre de situation. Les parties ne sont pas à égalité face à la justice. Il est complètement fictif de penser que chaque individu a toutes ses chances face à la justice et que le droit s'applique de la même façon à tout le monde. Dans le cas qui nous occupe, on ne peut pas forcer un couple à reconnaître un enfant, surtout quand c'est une autre femme qui a accouché, et surtout quand ce couple vit dans un autre pays. En revanche, quand une mère porteuse veut garder l'enfant, eh bien elle ne peut pas. Les juges trouveront toujours que c'est le couple de commanditaires qui est plus apte à s'en occuper. Tout simplement parce que les commanditaires ont plus de moyens financiers que la mère porteuse. En plus, si la mère porteuse n'est pas blanche alors que l'enfant qu'elle met au monde est blanche, alors là, elle n'a absolument aucune chance de le garder. Au-delà de ça, la GPA est légalisée ou tolérée comme en France dans un contexte qui définit la parenté comme génétique et dans un contexte où la maternité biologique, la grossesse, l'accouchement est complètement dénigré. Et c'est justement parce que c'est cette vision de la parenté qui prédomine que la GPA est possible. Donc si une mère porteuse essaie de garder l'enfant en revendiquant le lien mère-enfant pendant la grossesse, en revendiquant la maternité biologique, eh bien évidemment on va lui opposer la parenté génétique, puisque c'est ça qui sous-tend le principe même de la GPA. Donc en aucun cas elle ne sera vue comme la mère de l'enfant. Et encore une fois, c'est encore plus vrai dans les cas où la mère porteuse est noire ou latine et où l'enfant, de fait de son patrimoine génétique justement, est blanc ou parfois asiatique. On ne peut pas se satisfaire des arguments des féministes libérales. La volonté individuelle de devenir mère porteuse, de devenir prostituée, actrice porno, ou bien de s'engager dans des relations sadomasochistes, ne doit pas suffire à déclarer qu'une pratique sociale est moralement acceptable et donc doit être légalisée. Je ne pense pas qu'il soit suffisant de se demander si la femme est vraiment libre ou si elle a été influencée par la pression sociale ou par des stéréotypes sexistes. Il faut se demander si ce choix est nuisible à elle-même, surtout sur le long terme. Dans le cas de la GPA, est-ce qu'il est nuisible à l'enfant qui est conçu pour être séparé de sa mère à la naissance et à la société en général? Par société en général, j'entends surtout les personnes les plus vulnérables de cette société. Certes, la GPA est avantageuse pour des personnes d'un milieu aisé qui veulent choisir le patrimoine génétique de leur enfant et qui veulent éviter que cet enfant ait des malformations ou des maladies. Évidemment, la GPA est avantageuse pour les clients, mais elle est aussi avantageuse pour toutes les personnes qui en tirent un bénéfice. Les agences de mise en relation entre les couples de commanditaires et les mères porteuses, pour qui c'est très lucratif. On a aussi des médecins, on a aussi des psychologues qui accompagnent les mères porteuses pour les entraîner à ne pas s'attacher à l'enfant. Donc toutes ces personnes tirent un revenu de la GPA. On a bien sûr aussi les avocats qui rédigent les contrats et qui veillent à les faire respecter. On ne doit pas prendre en considération seulement les intérêts de ces personnes. Il faut aussi prendre en compte les femmes vulnérables, susceptibles d'être entraînées dans le marché de la maternité pour autrui, et aussi les intérêts des enfants. Dans notre société, c'est toujours le point de vue des clients qui prédomine. On les écoute, on les voit, et ils citent les mères porteuses. Mais la mère porteuse, on ne la voit jamais. Marc-Olivier Fogiel parle de Michelle, sa mère porteuse aux États-Unis. Il dit ce qu'elle pense, il rapporte ses propos, mais elle, on ne l'a jamais vue, on ne sait absolument pas ce qu'elle en pense, on ne l'a jamais entendue. On ne peut pas se satisfaire d'un discours sur le bonheur des personnes qui ont fondé une famille grâce à la GPA ou sur la liberté de femmes à devenir mère porteuse. On est quand même en train de se demander si on peut séparer volontairement un enfant de sa mère à la naissance. On est en train de redéfinir qu'est-ce que c'est la maternité, qu'est-ce que c'est le lien entre une mère et son enfant. Ce sont des questions qui sont capitales. Donc il ne sera jamais suffisant de prendre en compte la liberté, le choix individuel, les volontés, les desiderata des uns et des autres. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les féministes libérales. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt sur le podcast La Mère Invisible.